Je suis Serge. Bienvenue sur la chaîne Assimiler facilement. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une partie de la technologie laitière. Alors sois concentré pour suivre jusqu'à la fin de cette vidéo la manière dont est produit le lait. Le lait est un produit riche en éléments nutritifs dont il est important de connaître les étapes de la production. Le plan de cette vidéo est structuré en 4 grandes parties. Nous avons dans un premier lieu l'historique, ensuite la production du lait. Nous passerons ensuite aux propriétés physico-chimiques du lait et enfin, nous parlerons de la composition chimique du lait. Le lait occupe le premier rang en termes de produits à valeur nutritive, c'est-à-dire, parmi tous les aliments à valeur nutritive, le lait est le premier produit qui a beaucoup d'éléments nutritifs à apporter à l'être humain. Ensuite, il est important aussi de savoir que le lait en poudre représente 99% des produits échangés. Parmi les produits laitiers que le monde échange, 99% sont en poudre. Et aussi, il faut savoir que le lait ne contient pas de fer, de fibres et de quelques acides aminés. Maintenant, parlons de la race de vache. Nous avons la race pure. Ici au Maroc, nous avons 25%. La race croisée, nous avons 32% au Maroc. Et la race locale, nous avons 43%. Donc, il y a 3 races de vaches. Il y a les races qui sont pures, races croisées et races locales. Passons maintenant aux vaches laitières. Toutes les vaches ne produisent pas les mêmes quantités de lait. Il y a des vaches qui sont spécialisées dans la production du lait. Et ces vaches sont appelées des vaches laitières. Nous pouvons citer, il n'y a pas que seulement 3. Ici, j'ai mis 3 dans cette vidéo. Mais nous allons parler seulement que de ces 3 parce que ce sont ces 3 qui produisent beaucoup. Nous avons le Holstein qui produit en moyenne 9330 kg de lait par cycle. Nous avons le Montbéliard qui est une vache française qui produit 8133 kg de lait par cycle. Nous avons aussi le Fleckvisch qui est une race suisse qui produit environ 5000 kg de lait par cycle. Et l'OMS, reconnaissant que le lait est un produit à valeur nutritive élevée, recommande une consommation aux habitants. Et cette consommation que l'OMS recommande, c'est de 90 litres par habitant par année. Maintenant, parlons de la définition générale du lait. Que dit la définition générale du lait? Le lait, on constate que c'est un produit alimentaire qui est d'abord d'origine agricole et animale, de couleur blanchâtre, dont la texture est liquide, qui est riche en éléments nutritifs tels que la matière grasse, la matière protéine, et les sels minéraux et les vitamines, etc. Maintenant, voyons ce que dit la définition légale du lait. Cette définition légale nous dit que le lait est un produit intégral de la traite totale et ininterrompue de la femelle d'une vache laitière qui est d'abord bien portante, qui est bien nourrie, qui n'est pas surmenée, qui est recueilli, et le lait est recueilli dans des conditions hygiéniques et ne contenant pas de cholestérol. C'est quoi le cholestérol? Certains vont se poser cette question, mais nous allons en revenir plus tard. Voyons comment s'effectue la production primaire du lait. Tout débute par une génisse. Une génisse de 2 ans. Une génisse, c'est une jeune vache qui n'a pas eu encore de veau. Et ces jeunes vaches, après avoir eu ces 2 ans, subit une insémination. Cette insémination peut être naturelle ou artificielle. Suite à cette insémination, la vache fait 9 mois de gestation. La période de gestation, c'est lorsque la vache est enceinte. Et cette période est de 9 mois.
Après les 9 mois de gestation, on assiste au veulage. Le veulage, c'est lorsque la vache met bas, c'est-à-dire la naissance du veau. Et juste après le veulage, commence le cycle de lactation. Le cycle de lactation, c'est la période pendant laquelle on extrait le lait. Le lait qui est extrait à la première semaine est un lait qui contient le colostrum. Il n'est pas consommable. Le lait consommable est obtenu juste après la première semaine. Le cycle de lactation dure 10 mois. Pendant le cycle de lactation, pour permettre à la vache de faire encore le veulage, au cours du cycle de lactation, 3 mois au cours du cycle de lactation, on fait une nouvelle insémination. Cette insémination a pour but de permettre à la vache laitière de faire encore le veulage juste après son tarissement. Le tarissement dure 2 mois. Le tarissement, c'est la période de repos de la vache. Donc, on résume que après le cycle de lactation, au cours du cycle de lactation, 3 mois pendant le cycle de lactation, on fait une nouvelle insémination pour permettre à la vache de faire le veulage après son tarissement. La définition légale nous dit que la vache ne doit pas être surmenée. Donc, après un cycle de lactation, on fait un repos de la vache qui est de 2 mois. Et après ce repos, la vache fait encore le veulage à cause de l'insémination qui a été faite pendant le cycle de lactation précédent. Après le deuxième veulage, commence maintenant le deuxième cycle de lactation. Et le cycle continue jusqu'à ce que la vache ait atteint l'âge de ne plus produire le lait. Il faut retenir que les vaches à haute potentialité produisent le lait pendant 5 à 8 ans. Et après cette période, la vache n'est plus capable de produire le lait. Passons maintenant au résumé des différentes étapes. L'insémination, elle est soit naturelle ou artificielle. Je l'ai déjà dit, c'est le fait d'introduire des spermatozoïdes venant de l'organe masculin dans l'organisme féminin. Le tarissement, c'est la période de repos de la vache. C'est une période qui dure 2 mois. Le veulage, c'est la mise bas du veau après les 9 mois de gestation. Le cycle de lactation, c'est la période de production du lait. Le cycle dure 10 mois. Il est déclenché par la mise bas du veau dont le produit issu des premiers jours est le colostrum. Le colostrum, c'est le produit de la première semaine de la traite. Il est riche en matière grasse, matière protéines, anticorps, etc. et est destiné au veau pour la défense de son organisme. Passons à la sécrétion du lait. Comment est sécrété le lait? L'aliment donné aux vaches laitières, lorsqu'il contient assez de nutriments,
permet de produire une grande quantité de sang. Et cette quantité de sang passe dans les glandes mammaires afin de produire le lait. Ici, la sécrétion est rendue possible grâce à deux mécanismes. D'abord, nous avons la voie hormonale, grâce à l'ocytocine. Par voie hormonale, c'est possible grâce à l'ocytocine, qui est l'hormone qui est sécrétée pour extraire le lait. Et c'est l'hormone qui facilite la sécrétion du lait par la contraction des cellules alpha-dacini. Nous avons par voie mécanique, la deuxième voie, la voie mécanique, par succion par le veau. Ici, sur ce schéma, les trayons, ce sont les 4 bouts. Tout ce schéma, c'est la mamelle. Elle est composée de 4 grandes mammaires. Les glandes mammaires ont chacune des trayons. Et voici ici les cellules sécrétrices ou acinies. Ce sont des cellules sécrétées par l'ocytocine. Il faut retenir que 300 à 400 litres de sang passent dans la glande mammaire pour produire 1 litre de lait. Donc, pour avoir 1 litre de lait, environ 300 à 400 litres de sang circulent dans l'une des glandes mammaires pour avoir 1 litre de lait stocké. C'est pour cela que les vaches consomment par jour 60 à 80 kg de nourriture et boivent de 80 à 100 litres d'eau par jour. Conditions pour une bonne traite. À quel moment dit-on que nous faisons une bonne traite? Lorsque, avant la traite, on respecte les bonnes pratiques d'hygiène, c'est-à-dire le personnel qui fait la traite doit être propre. Nous avons aussi les locaux, les équipements, la méthode utilisée. Tout doit être propre. Ensuite, nous avons le lavage et le nettoyage de chaque trayon. Il faut laver et nettoyer chaque trayon parce que lors de la traite précédente, il y a eu des restes de lait dans les trayons et les micro-organismes ont infecté ces restes. Ce qui fait que le premier lait qui sort lors d'une traite est infecté. Donc, il faut bien nettoyer les trayons et exercer des pressions sur les trayons pour faire sortir les premiers jets de lait et les verser. Ensuite, pendant la traite, il faudrait que la traite soit rapide et complète. La traite doit être rapide parce que l'hormone qui est sécrétée est temporaire. Et elle doit être complète parce que lorsque le lait reste dans les glandes mammaires, cela provoque des mammites. Ce sont des maladies des mammaires. Ensuite, pendant la traite toujours, il faut éviter les post-contaminations. Ce sont les contaminations dues au personnel. Après avoir extrait le lait, ce sont les contaminations qui ont été ajoutées par manque d'hygiène. Après la traite, il faut laver et rincer les trayons. Il faut laver et rincer les trayons pour ne pas que les micro-organismes qui sont dans l'air puissent infecter les trayons et infecter les laits lors des prochaines traites. Maintenant, les paramètres physico-chimiques du lait. Comme paramètre physico-chimique du lait, nous avons le pH qui est en moyenne 6,6. Sinon, il varie de 6,5 à 6,7.
La densité. Pour qu'un lait soit conforme, il faudrait que sa densité soit comprise entre 1,028 et 1,038. Un lait qui a une densité qui n'est pas comprise entre ces valeurs est un lait falsifié. La viscosité. La viscosité, c'est la viscosité mesurée à 25 degrés Celsius est 1,8 centipoise. Sachant que 1 centipoise est égal à 10 puissance moins 3 pascal point seconde. Ou bien c'est égal à 1 mini pascal point seconde. La couleur. La couleur du lait est opaque, blanchâtre. Le point de congélation, c'est la température à laquelle le lait est congelé. La température de congélation du lait est moins 0,52 degrés Celsius. Le point d'ébullition, c'est la température à laquelle le lait bouillit. Et cette température pour le lait est de 100,17 degrés Celsius. La température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés Celsius. Pour le lait, c'est un peu supérieur, 100,17 degrés Celsius. L'acidité titrable. L'acidité titrable du lait est 18 degrés d'onique. 1 degré d'onique est égal à 10 multiplié par la concentration massique du lait. La composition chimique du lait. Comme composition chimique, nous avons l'eau, le lactose, les matières grasses, les protéines et les minéraux. L'eau représente 87%, le lactose 4,7%, les matières grasses 4%, protéines 3,5% et les minéraux 0,8%. Les 3 phases du lait. Le lactosérum. Le lactosérum est l'eau plus les composés qui sont solubles dans l'eau. L'émulsion des globules gras. Les globules gras qui sont en émulsion. La solution colloïdale, c'est la solution en suspension. Donc, on retient que le lait est composé de 3 phases. Les composés du lait, nous avons en premier lieu le lactose. Le lactose, c'est un sucre du lait. Et c'est un glucide qui est disaccharide. Ce qui veut dire qu'il est composé de 2 saccharides. Nous avons le galactose et le glucose. C'est un sucre qui a un pouvoir sucrant qui est très faible, qui est peu soluble et a un point d'ébullition élevé. Mais lorsque la température est élevée, elle provoque la réaction de Maillard. Et le lactose est utilisé comme substrat de fermentation. C'est-à-dire, les micro-organismes utilisent le lactose pour fermenter le lait. En deux, nous avons les lipides ou corps gras. Ce sont des composés solubles dans certains solvants, mais qui sont insolubles dans l'eau. Ils sont trouvés sous forme de triglycérides, de phospholipides, de stérols et de caroténoïdes. Ce sont des esters d'alcool et d'acide gras. Donc, les lipides, ce sont des esters qui sont formés à partir des alcools et des acides gras. Il est important de noter que la matière grasse varie de 2 à 6% à cause des paramètres tels que l'alimentation. Ça dépend de l'alimentation que la vache reçoit. Ça dépend aussi de la race de la vache. Ça dépend de la période de lactation. C'est la période pendant laquelle on fait la lactation. Et ça dépend aussi de la saison. La saison de lactation. La saison, c'est l'âge à laquelle la vache laitière produit.
Peut-être elle est à sa deuxième année, à sa troisième année, à sa quatrième année, ça dépend. Lorsque la vache augmente en âge, sa capacité de production diminue. Nous avons les globules gras comme matière grasse. Les globules gras sont composés de membranes, des triglycérides solides et d'autres qui sont liquides. Et les deux à température ambiante. La fonction de la membrane. La membrane joue deux rôles qui sont très importants. Nous avons la stabilité des globules gras. Nous avons aussi la protection des globules gras contre les oxydations et les attaques des enzymes. Donc la membrane protège les globules gras contre l'attaque des enzymes et contre les oxydations et permet d'assurer leur stabilité. On passe ensuite sur les triglycérides. Ils constituent 98% des globules gras. Ils sont composés d'une molécule de triglycérol et 3 molécules d'acide gras. Ici, c'est la molécule de glycérol et les 3 molécules d'acide gras. Donc, ici, les 3 molécules d'acide gras plus la molécule de glycérol donnent ici le triglycéride et donnent 3 molécules d'eau. Mais comme ici, ce sont les triglycérides et les acides gras et le glycérol qui nous intéressent, donc on a seulement mis ça. Sinon, l'acide gras libère un atome d'hydrogène qui va s'allier avec le OH de chaque molécule du glycérol pour donner une molécule d'eau, une molécule d'eau, une molécule d'eau. Donc au total, 3 molécules d'eau. Nous avons en 3 les phospholipides. Ce sont des composés tensioactifs. Quand on parle d'un composé qui est tensioactif, c'est un composé qui est à la fois hydrophobe et hydrophile. Hydrophobe, ce qui veut dire il n'est pas soluble dans l'eau. Hydrophile, ce qui veut dire il est soluble dans l'eau. Les stérols. Les stérols représentent 0,3 à 0,4% des globules gras, dont nous avons le cholestérol. Ici, c'est la formule organique du cholestérol. Et il comprend 27 atomes de carbone. Nous avons en 5 les caroténoïdes. Les caroténoïdes correspondent à des pigments liposolubles pouvant présenter une couleur orange à jaune. Le carotène, qui est 0,15 mg par litre, et la vitamine A, 0,5 mg par litre. Nous passons maintenant au troisième composé, les protéines. Les protéines, ce sont des molécules très géantes, du fait qu'ils sont constitués de 100 à 200 acides aminés. Les acides aminés sont 20, mais il y a 9 qui sont essentiels, c'est-à-dire ne peuvent pas être synthétisés par le corps. Donc, ces protéines sont apportées par les aliments que nous consommons. La classification des protéines. Les protéines peuvent être classées en 2 grands groupes. Il y a ceux qui sont solubles et ceux qui sont solubles et ceux qui sont insolubles. Les protéines qui sont solubles représentent 20% des protéines totales. Et 80% les protéines qui sont insolubles.
Les protéines insolubles, nous avons les caséines. Nous avons les caséines qui sont divisées en 3 grands groupes. Les caséines alpha, caséine bêta, caséine kappa. La caséine alpha est divisée en 2 grands groupes. Il y a alpha S1 et alpha S2. Les protéines qui sont solubles, appelées sériques, sont divisées en 2 grands groupes. Nous avons le lactal albumine et le lactal globuline. Les caséines. Les caséines, ce sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire ils sont en même temps chargés positivement et négativement. Ce sont des molécules amphiphiles qui se trouvent sous forme de micelles, dispersées dans le lactosérum, dont la caséine K, la plus importante en laiterie, est composée de 2 parties. Il y a une partie qui est hydrophile, appelée caséine macropeptide, CMP, qui assure la stabilité des micelles, et l'autre qui est hydrophobe, qui est la paracaséine K. P pour para, caséine pour C et K pour K. Ici, voici la caséine. La caséine K. La caséine K est composée de 2 parties. Ici, cette partie qui est sous forme de ligne est le CMP. C'est la partie qui est hydrophile, qui se mélange avec l'eau, qui s'allie avec l'eau. Et la partie hydrophobe, c'est la partie qui ne s'allie pas avec l'eau, c'est la partie qui est insoluble dans l'eau. Les micelles des protéines. La micelle, c'est la forme sphérique formée par des submicelles liées entre eux par des phosphates de calcium. La submicelle de caséine possède un cœur qui est hydrophobe, dont les parties hydrophobes des caséines alpha, autant pour moi, c'est pas gamma, c'est bêta et kappa. Ce sont des constituants. Et une partie hydrophile qu'on trouve sur les périphéries. Ici, c'est la structure du micelle. D'abord, les micelles sont formées par des submicelles. Et les submicelles sont liées entre eux par des phosphates de calcium. Ce sont des phosphates de calcium qui permettent de faire des liaisons entre les submicelles pour former les micelles. Nous allons parler maintenant de la stabilité des micelles des caséines. La stabilité des micelles est rendue possible grâce à 2 éléments. D'abord, la charge électrique des micelles. Lorsque le lait normal a un pH qui est de 6,6, les micelles sont fortement électronégatives parce qu'ils sont chargés négativement à ce pH. Donc lorsque le lait a le pH de 6,6, on constate que les micelles sont chargées négativement. Et 2 choses chargées de même charge se repoussent, ce qui empêche le rapprochement. Il y a donc une répulsion électrostatique. Ensuite, cela est rendu possible aussi à cause des caséines K qui sont en surface des micelles. Les CMP de la caséine en surface, du fait de sa forte hydratation, empêchent les micelles de se rapprocher. Du fait que les CMK sont hydrophiles, c'est-à-dire font des liaisons avec l'eau, donc cela les empêche de se rapprocher. C'est ce qui favorise la stabilité des micelles. Maintenant, la composition en minéraux du lait. Le lait
est composé en minéraux par des éléments majeurs et des éléments qui sont de petite quantité. Nous avons le potassium, le calcium, le chlore, le phosphore, le sodium et le magnésium qui sont en majorité dans le lait. Donc, le potassium représente 1500 mg par litre, le calcium 1200, le chlore 1100, le phosphore 920, sodium 450, magnésium 110. Les oligo-éléments. Les oligo-éléments, nous avons le zinc qui est 3800 microgrammes par litre. Le cuivre, 1150 microgrammes par litre. L'iode, 80. Le manganèse, 30. Le sélénium, 30. Je pense que nous avons atteint notre objectif du jour. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci et à la prochaine.